Bonjour, pour ma première vidéo sur ma chaîne YouTube Maison des Patrimoines, j'ai décidé de vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et vous avez le titre, hein, il y en a marre du Pinel bashing. Alors, il y en a marre du Pinel bashing, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on reviendra là-dessus plus tard, mais Pinel n'est pas effectivement ce que j'entends trop jour après jour. Pinel c'est trop cher, Pinel c'est pas bien, Pinel c'est de la merde. Non, ce n'est pas le cas, d'accord? J'y reviendrai. Mais derrière ce Pinel bashing, je vois surtout un manque de confiance d'un certain nombre de personnes envers une profession qui est celle du conseiller en gestion de patrimoine. Et c'est là-dessus que j'aimerais revenir pour simplement essayer de vous donner un certain nombre de clés, d'accord, pour justement ne pas avoir ce désagrément de ne plus avoir confiance en un conseiller de gestion de patrimoine. Un conseiller en gestion de patrimoine digne de ce nom, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est inscrit à l'ORIAS, qui est homologué, qui a la compétence reconnue pour pouvoir vous conseiller. L'obligation de conseil, l'obligation d'information, l'obligation de transparence vis-à-vis de l'investissement et du risque est inscrit dans nos gènes en tant que conseiller en gestion de patrimoine. Personnellement, je suis conseiller en investissement financier, CIF. C'est le statut le plus important au sein de l'ORIAS qui nous permet de vous offrir aussi bien du conseil en investissement immobilier, mais également du conseil en investissement financier sur des supports et outils financiers qui vont de la simple assurance vie au plan d'épargne retraite jusqu'à des produits un peu plus structurés en passant par des SCPI, des OPC. D'accord ? Je pourrais revenir dans des vidéos plus tard là-dessus. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de comprendre pour vous pourquoi un conseiller en gestion de patrimoine digne de ce nom, c'est-à-dire homologué et inscrit auprès de l'ORIAS, mérite votre attention. Et donc, s'il vous dit que la loi Pinel est celle qui vous correspond, c'est qu'il y a de fortes raisons que ce soit le cas. D'accord ? Lors du premier rendez-vous que vous aurez avec votre conseiller en gestion de patrimoine et tout au long du processus, ce qui sera important, et je vous le rappelle ici, de garder en soi, c'est le bon sens. Le bon sens près de chez vous, comme diraient certains, d'accord? Le bon sens, c'est quoi? C'est effectivement faire attention aux signes, faire attention aux messages et vous rendre compte que la personne que vous avez en face est digne de confiance. Alors, ça commence par quoi? Ça commence par, lors de ce premier rendez-vous, la transmission par ce conseiller en gestion de patrimoine du DER. Le DER, c'est quoi? C'est le document d'entrée en relation. Ce document d'entrée en relation, il va vous donner de façon complètement transparente les règles du jeu de cette relation avec votre gestionnaire de patrimoine. D'accord? Si vous ne l'avez pas, si vous n'avez pas eu ce document, commencez à vous poser des questions. Ce n'est pas normal, d'accord? Ce document d'entrée en relation va vous donner effectivement le numéro d'ORIAS, le numéro d'enregistrement et d'homologation de votre conseiller. Il va également, si celui-ci est habilité à vous conseiller sur de l'investissement immobilier, vous donner son numéro de carte transactionnelle immobilière ou carte T qui est inscrite sur ce document d'entrée en relation. Enfin, le document va vous donner de la même façon la typologie de relation qu'a ce conseiller en gestion de patrimoine avec les producteurs des solutions, c'est-à-dire les banques, les assurances, les promoteurs immobiliers, soit indépendants, soit non indépendants. En tout état de cause, dans le document d'entrée en relation doit être indiqué le statut et l'indépendance ou non de ce conseiller en gestion de patrimoine. Ainsi, de façon totalement transparente, vous saurez, et c'est le troisième point du document d'entrée en relation, la typologie de rémunération auquel aura le droit votre conseiller en investissement financier. D'accord ? Soit des honoraires, je travaille sur un projet pour votre compte, ce projet coûte tant, c'est un honoraire, comme une simple visite chez le docteur, pour ainsi dire, soit des commissions d'apporteurs d'affaires ou des commissions données par les producteurs, les assureurs, producteurs d'assurance vie, les promoteurs immobiliers, producteurs de ces biens immobiliers sur lesquels vous pourriez investir. D'accord ? Ce document d'entrée en relation, il est clé. Il est clé dans votre relation puisque c'est le début. C'est là où effectivement tout commence à se baser. Sans ce document d'entrée en relation,
posez-vous des questions sur la sincérité et la capacité qui va être la vôtre de vous livrer, car la gestion de patrimoine, c'est aussi ça, c'est la capacité à faire confiance à un gestionnaire de patrimoine, se livrer à lui sur ce qu'est votre patrimoine, ce que vous voulez en faire, ce que vous voulez construire, quel est le but recherché, quels sont les objectifs que vous avez par rapport à ce patrimoine. D'accord? Ce document d'entrée en relation, enfin, il va vous donner le cheminement de cette relation. D'accord? Ce premier rendez-vous, ce bilan patrimonial qui va permettre effectivement à vous de vous livrer et au gestionnaire de recevoir les informations, avis d'imposition, mais également situation patrimoniale, compte d'épargne, situation des emprunts, propriété au nom de la maison et j'en passe. D'accord? Sur un deuxième rendez-vous, le conseiller en gestionnaire de patrimoine va commencer à vous donner ses préconisations par rapport à votre situation et par rapport à ce que vous aurez livré. Ces préconisations ne pourront être faites que sur la base de la confiance que vous avez eue en lui et de ce que vous avez transmis en toute transparence. C'est une relation win-win, une relation gagnante-gagnante entre vous et votre gestionnaire de patrimoine. Le plus vous serez transparent sur qui vous êtes et ce que vous voulez construire, le plus celui-ci sera à même de répondre correctement à votre besoin. D'accord? À la fin du premier rendez-vous, il vous aura peut-être, en plus, si son sentiment est assez avancé suffisamment, transmis un questionnaire client. Ce questionnaire client permettra de jauger quel est votre niveau d'appétence au risque, quel est le niveau de risque que vous êtes prêt à accepter lorsqu'il s'agit d'un investissement. Que les choses soient claires. En dehors des livrets A ou livrets réglementés, livrets développement durable, livrets jeunes et autres, tout placement financier, tout investissement a un niveau de risque. Ce niveau de risque est généralement, de façon assez standardisée, mesuré sur une échelle qui va de 1 à 7 et qui permet effectivement de jauger quelle est votre appétence à la volatilité de votre investissement. Combien je suis prêt à perdre ou à gagner et quelles sont en fait mes réactions par rapport à cette perte ou à ce gain. D'accord? Ce sont des éléments extrêmement importants pour nous, conseillers en investissement financier, pour pouvoir vous proposer les solutions les plus adaptées. Car chaque solution peut avoir son niveau de risque. D'accord? Ce document va donc servir à construire sur la base d'un troisième document qui s'appelle la lettre de mission. Et c'est là où vous voyez tout le sérieux de la proposition des conseillers en investissement financier. La lettre de mission va définir effectivement les objectifs que vous allez donner à votre conseiller en gestion de patrimoine par rapport au projet donné à un moment donné. D'accord? Mon objectif, Monsieur Vergès, est pour moi aujourd'hui, dans un premier temps, de défiscaliser, mais la défiscalisation, la réduction d'impôts ne doit pas être l'objectif principal. J'aimerais aussi, avec mon mari, écoutez, nous créer un capital, nous créer un patrimoine en vue de la préparation de la retraite, de la transmission, en vue de la préparation des études supérieures de nos enfants. Très bien, je le note. Et tout cela doit apparaître noir sur blanc sur cette lettre de mission. Sans cela, continuez à faire appel à votre bon sens et à vous poser la question de la sincérité de l'offre qui est en face de vous. D'accord? À la fin de ces deux rendez-vous, le conseiller doit être en mesure de vous faire des préconisations assez précises, théoriques, mais précises, sur voilà le type de solution qui devrait être apte à répondre à votre besoin et à la mission que vous m'avez donnée, monsieur et madame. D'accord? Très bien. Si à la fin de ce deuxième rendez-vous et au début du troisième, la préconisation, celle de Pinel, c'est que forcément, si tout ce process a été fait en amont de cette façon-là, c'est que Pinel doit être la réponse la plus adéquate à votre situation patrimoniale, à votre situation financière, à votre situation fiscale. D'accord? Je ne vois pas de raison pour laquelle ça ne serait pas le cas. D'accord? Pinel n'est pas une mauvaise loi. Pinel est une loi, est une niche fiscale qui permet à des impositions qui vont généralement, si on met des grandes cases, de 2 500 € d'impôt à 10 000 € d'impôt par an, on estime que Pinel répond à ce besoin-là. D'accord? Si votre conseiller a bien sa carte transactionnelle immobilière, sa carte qui lui permet effectivement
d'être en mesure de vous conseiller sur de l'investissement immobilier, alors il fera des choix qui seront des choix judicieux pour vous en termes d'investissement Pinel. Un investissement judicieux en investissement Pinel qui fait que la personne en face ne se retrouve pas à dire que Pinel n'est pas bien, d'accord? C'est quoi? C'est simplement vérifier et de nouveau, transparence, information sont les mamelles du conseiller en gestion de patrimoine, pardon. Vérifier que les biens qui sont proposés sont extrêmement bien positionnés par rapport au marché local immobilier en termes de prix au mètre carré. Première règle. Première règle, d'accord? Votre conseiller en gestion de patrimoine doit pouvoir vous présenter la situation du prix au mètre carré par rapport au bien qu'il vous propose. Si vous ne voulez pas effectivement dire demain, si je ne veux pas demain entendre Pinel est surpayé, c'est la première des vérifications que je fais pour mes clients. Le bien est-il adapté au marché local? Bien. Deuxième élément extrêmement important d'une étude Pinel, l'étude locative. Sur la base de quelle étude locative pouvez-vous me justifier effectivement le niveau de loyer que vous avez utilisé dans votre simulation financière Pinel? C'est un élément extrêmement important. Certains conseillers, malheureusement, prennent le plafond Pinel sans se préoccuper effectivement du marché local. Et il y a des marchés très particuliers, je pense à Toulouse en particulier, sur lesquels on se rend bien compte qu'il y a un décalage important entre le plafond Pinel en haut et le niveau de marché du loyer. D'accord ? La transparence veut que, et c'est une obligation, que la simulation soit faite avec un niveau de loyer adéquat. Sinon, forcément, toute la simulation financière est erratique. Dernier élément à prendre en compte, c'est le prix du mètre carré et également dans l'ancien, puisque à 10 ans, vous êtes supposé 9 ans de Pinel plus une année derrière pour revendre le bien. Dans la plupart des théories des vendeurs de Pinel, d'accord, vous êtes censé revendre le bien au bout de 10 ans et effectivement vérifier l'état et la situation du marché sur l'ancien, puisqu'au bout de 10 ans, un bien n'est plus neuf, mais est considéré ancien selon les statuts. D'accord ? C'est le troisième élément à vérifier pour que le client investisseur, en tout état de cause, puisse prendre la meilleure décision avec l'ensemble des éléments de façon totalement transparente sur la table. Enfin, et c'est un élément extrêmement important puisque je crois que peu de monde le fait, je présente l'étude Pinel à 22 ans, voire à 30 ans. Pourquoi ? Puisque personne n'est capable de dire aujourd'hui parmi mes clients s'il va garder le bien ou s'il va le revendre. Okay. Dans la théorie des gens qui font du Pinel industriellement, il faut revendre absolument le bien. Je ne sais pas. Je ne sais pas le dire et je crois que la plupart du temps, voire tout le temps, mes clients ne savent pas le dire. D'accord ? Donc, je fais régulièrement ces simulations à 22 ans. Pourquoi 22 ans ? Puisqu'à 22 ans, vous n'avez plus à payer de plus-value, de taxes sur les plus-values immobilières. Et à 30 ans, vous n'avez plus non plus à payer les prestations, les prélèvements sociaux sur la vente de ce bien immobilier. Donc, je fais ces simulations également pour montrer aux clients que une fois la niche fiscale absorbée, vous recréez du revenu foncier, vous recréez donc de l'impôt, et ces impôts sont taxés très fortement, puisqu'ils sont taxés à hauteur de votre TMI plus les prélèvements sociaux. Et forcément, c'est un impact sur les études financières. C'est un impact forcément sur les efforts d'épargne. D'accord ? Donc, la transparence, notre obligation de transparence en tant que conseiller en gestion de patrimoine veut que les études Pinel soient présentées non pas seulement à 9, 10 ou 12 ans, mais elles soient également présentées à 22 ans pour montrer sur l'ensemble de la vie potentielle du bien la situation du projet. D'accord ? Et ça, je crois que c'est très peu fait. La transparence veut ça, et si vous ne l'avez pas à nouveau, faites appel au bon sens, car je ne crois pas que vous soyez capable de dire aujourd'hui si vous avez gardé ou pas ce bien. Alors, évidemment, vous pouvez, et c'est ce que je propose à mes clients qui veulent le garder, a posteriori, transformer ce bien en fin de bail en un bien en location meublée
pour pouvoir en fait absorber l'imposition, le passer en loi meublée et ainsi éviter de recréer de l'impôt non nécessaire. Rappelez-vous, c'est aussi l'objectif de mon métier. Donc, ne dites pas, c'est le message quand même final, que Pinel est surpayé et que Pinel est une mauvaise loi. Non, elle l'est pour qui n'a pas fait attention à la qualité de son conseiller en gestion de patrimoine et aux conseillers reçus, qui n'a pas voulu pour son patrimoine ou su faire attention et appel à son bon sens. D'accord? Donc, bon sens, vérification d'usage par rapport aux conseillers financiers et je vous promets que Pinel n'est pas une mauvaise loi. D'accord? À très bientôt pour d'autres aventures.